D'abord, j'aimerais remercier le comité qui a organisé ce colloque. Je le remercie également pour cette invitation. Et donc, contrairement aux panélistes d'aujourd'hui et aux autres personnes qui ont parlé depuis hier, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas forcément une recherche achevée. C'est plutôt, si vous voulez, un à côté d'une recherche que j'ai déjà faite. Ce sont des choses qui, finalement, ne se sont pas retrouvées dans ma thèse de doctorat. Donc tout ça est issu finalement de ce document-là, mais ce sont des réflexions qui, pour des raisons que je vais expliquer dans quelques instants, j'ai préféré garder de côté, mais qui me semblaient pertinentes dans le cadre de la discussion qu'on allait avoir aujourd'hui. Mais à l'époque, en tout cas, ça m'avait créé beaucoup de frustration. Donc je suis aujourd'hui très contente de savoir qu'au moins je pourrais utiliser une partie de ce matériel-là. Donc, euh, en fait, l'intérêt ici, c'était de m'intéresser à la post-mémoire finalement du duvalérisme au sein de la deuxième génération des Haïtiens ici à Montréal. Donc, dans ce contexte, je propose vraiment de comprendre comment est-ce que... pardon, je vais bouger un peu le micro parce que j'entends des échos dans ma tête et ça me rend folle. C'est vraiment de comprendre comment est-ce que ces Haïtiens de deuxième génération qui sont nés au Québec et qui y vivent, comment est-ce qu'une mémoire indirecte, mais façonnée par des récits et des non-dits de leurs parents, s'est créée. Donc, s'il y a plusieurs chercheurs qui ont étudié les vagues migratoires d'Haïtiens au Québec, il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup intéressés à tout ce qui est relié aux enjeux identitaires et les défis d'intégration des néo-québécois d'origine haïtienne. Il y a peu d'études, en fait, qui sont penchées sur la manière dont ces jeunes générations perçoivent l'héritage de ce passé, de cette période qui est reliée à l'éducation du valériste. Je vais expliquer davantage ce que je veux dire dans quelques instants, qui est pourtant centrale quand on pense à l'identité des Haïtiens qui sont arrivés au Québec à partir de la fin des années, certains diront 50, mais vraiment les années 60, 70 et 80, jusqu'à essentiellement 86 avec la chute du régime du valériste. Et donc, ce que j'aimerais ici, c'est en me basant sur certaines observations réalisées dans le cadre de ma recherche doctorale, essayer de comprendre comment, d'abord, d'une part, examiner le faible degré, je dirais, de transmission intergénérationnelle du juvélérisme entre les Haïtiens de première génération et de deuxième génération, et d'autre part aussi explorer comment cette difficulté de transmission met en lumière certaines tensions identitaires chez les néo-québécois d'origine haïtienne. Donc ces tensions elles se manifestent particulièrement à travers un rapport qui est assez compliqué avec leur négritude, que je vais surtout appeler blackness dans le contexte de cette présentation, parce que c'est d'ailleurs le terme qu'eux-mêmes vont utiliser, on ne parle pas vraiment de négritude, et aussi finalement leur haïtianité, et comprendre comment est-ce que tout ça finalement se conjugue dans un espace qui est diasporique. Donc ma présentation elle va vraiment se diviser selon trois axes. Donc au départ, ce sera surtout une question de contextualisation sur ma recherche et sur certains des outils que j'ai utilisés. Et ensuite, ce sera vraiment d'essayer finalement de comprendre comment cette génération d'après, cette deuxième génération d'Haïtiens, perçoit cet héritage du dualisme à travers des prismes et des références qui leur sont vraiment propres, vu finalement leur identité, leur racinement et leur naissance ici, même au Québec. Donc en fait, j'explorais comment les défis liés à la transmission de cette mémoire relèvent d'une part de certains silences et de dynamiques d'intégration culturelle au sein des familles haïtiano-québécoises. D'autre part, je regarderais ces négociations identitaires complexes chez les néo-québécois d'origine haïtienne. Donc, ces derniers, à mon sens, se retrouvent vraiment à négocier continuellement leur identité à travers deux axes, notamment cet axe de blackness, mais également cet axe d'haïtianité. Et vous verrez un peu plus tard pourquoi est-ce que dans le cadre de ma thèse, à moi, ça m'a causé un peu de difficulté, pourquoi j'ai préféré mettre ça de côté. Mais comment est-ce que comment ça s'inscrit quand même dans le cadre de ce qu'on fait, des discussions qu'on a ici. Oui, hein, le côté haïtien en moi sort. Donc, rapidement, au niveau d'une contextualisation sur le régime du valériste, pour ceux qui ne connaissent pas, en 1957, on a un régime autoritaire qui arrive au pouvoir dans le contexte d'une campagne électorale qui a été marquée par énormément de violence. Donc, on a plusieurs candidats à la présidence. Deux ressorts et sont très importants. On a François Duvalier, qui était un ministre de la Santé publique et travaille sous l'administration de certains des marais estimés. C'est pas important de retenir le nom. Et un autre qui s'appelait Louis Desjoie. Ça, c'est quand même important de retenir le nom Louis Desjoie parce qu'en fait, dans l'imaginaire populaire haïtien, Duvalier, Louis Desjoie, ces deux candidats à l'élection de 57, vont chacun incarner une certaine vision d'Haïti. François Duvalier va incarner finalement
cet homme noir qui se présente comme étant finalement un représentant des classes noires haïtiennes, que ce soit une certaine bourgeoisie noire, mais également la classe moyenne noire et urbaine, mais aussi la paysannerie haïtienne. De l'autre côté, Louis Desjoie va représenter une vieille bourgeoisie haïtienne qu'on va appeler mulâtre, et je mets ça en guillemets. Si jamais je ne fais pas ça quand je dis mulâtre, mettez bien les guillemets là, on s'entend. Mais c'est quand même important d'utiliser ces termes-là parce que je crois, je crois que lorsqu'on relate d'histoire, je pense que même quand on met certains termes en guillemets, il faut quand même utiliser les termes qui ont été utilisés à l'époque, malgré des fois le poids lourd que ces termes-là peuvent avoir. On pourra rentrer dans un débat là-dessus par la suite. Donc, c'est une dictature qui va être très violente. À partir de 71, François Duvalier va décéder, il va être remplacé par son fils. C'est une période vraiment qui va s'étaler sur 29 ans, de 57 à 86. C'est un moment qui va être très marqué par la violence étatique, donc la violence systématique qui va toucher vraiment à différents degrés l'ensemble quand même de la population haïtienne. Donc de la suppression de la presse, aux disparitions forcées, en passant par les exécutions sommaires, les massacres complets de familles, les abus sexuels de toutes sortes sur des femmes qui ont soit tenu tête au régime, soit ont eu le malheur d'être la sœur, la cousine de quelqu'un qui lui a tenu tête au régime ou tout simplement était là comme ça. Et donc on est vraiment dans dans une époque où est-ce que on peut sembler avoir un arbitraire, mais que l'arbitraire, en tout cas, revient toujours à une violence qui est excessivement importante. Maintenant, au niveau, pour vous donner un peu une idée, au niveau de l'ampleur de cette violence-là, on parle au niveau des morts et des disparus de 30 000 à 50 000 personnes pour l'ensemble de la période du Valérisme. Donc, vous avez certains auteurs qui vont vous dire qu'en fait, ces chiffres-là, c'est uniquement pour les personnes qui sont mortes dans la prison politique de Fort-Dimanche. D'autres vous diront qu'en fait, ce sont des personnes qui sont mortes à différents endroits, mais ce sont les chiffres uniquement pour les 14 premières années du régime, donc l'époque de François Duvalier. Dans tous les cas, il faut retenir deux choses. On parle d'une population en 86 en Haïti qui n'était pas encore de 7 millions, donc on est autour de 6,5 millions. Et ce qu'il faut également retenir, c'est qu'Haïti, c'est un pays où les gens vont naître et mourir très souvent sans même avoir une existence légale. Donc ces chiffres-là, ils relatent surtout probablement la mort de personnes qui sont issues de la classe moyenne, peut-être de certaines élites, mais certainement pas, par exemple, les massacres perpétrés contre les paysans haïtiens à différents moments, notamment pendant les années 60. Donc tout ça, c'est pour vous montrer vraiment l'ampleur de cette violence-là qu'il va avoir. Et une des conséquences très importantes de cette dictature, ça va être finalement cette migration massive qu'on va commencer à avoir des Haïtiens, surtout pendant les années 60. Donc ça, c'est un tout nouveau phénomène. Dans le XXe siècle haïtien, surtout quand on regarde les premières décennies du siècle, on remarque que oui, il y a bien une migration haïtienne vers d'autres régions, par exemple des Caraïbes, mais c'est surtout une migration de travailleurs saisonniers, plus vers la République dominicaine et Cuba. Mais ce qui s'instaure vraiment avec les Duvalier, c'est vraiment un début de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et c'est comme ça que certains géographes l'appellent, un sauf qui peut généraliser, où les Haïtiens vont vraiment essayer de sortir du pays le plus possible. Maintenant, pour nous ramener au cadre du Québec, on le sait au Québec et au Canada, mais surtout au Canada dans ce contexte-là, on a un remaniement au niveau des lois qui entourent l'immigration. Hein, on abandonne finalement certains aspects jugés plus racistes des lois sur l'immigration, que ce soit en 62, que ce soit aussi en 67 avec l'introduction d'un système de points. Tout ça, ça fait en sorte que d'un côté, vous avez des Haïtiens qui veulent quitter le pays et de l'autre, vous avez mes amis, vous avez des pays dans le, dans le Nord où on est prêt à les accueillir. Là, on parle surtout pour les années 60 d'une migration d'Haïtiens. Pour ceux qui sont Haïtiens, c'est une histoire que vous avez entendue 50 000 fois, mais bon, je la raconte encore une fois, même si j'espère qu'éventuellement d'autres chercheurs, je regarde toi Désiré, ce ne sera pas moi, qui vont commencer à s'intéresser aux particularités des différentes vagues migratoires haïtiennes. Parce que très souvent, ce qu'on va dire dans l'historiographie, c'est qu'on a une première migration d'Haïtiens ici au Québec qui va être de migrants très qualifiés, des docteurs, des notaires, des avocats, tout ça, des personnes qui auront beaucoup moins de difficultés à s'adapter à la société québécoise, au point où on tombe des fois, je crois, un peu dans un romantisme, un peu un kumbaya de les Québécois étaient si contents de voir les Haïtiens, tout le monde allait au perchoir d'Haïti et la vie était belle et ainsi de suite. Et ensuite arrivent ces méchants migrants économiques va-nu-pieds qui parlent seulement en créole. Bon, c'est un peu caricatural, je vous dirais, au niveau de l'historiographie, mais c'est vrai qu'il y a quand même des différences entre les Haïtiens des premières vagues qui arrivent vers les années 60 et les Haïtiens qui vont arriver dans les vagues subséquentes, donc les années 70, 80 et ainsi de suite. Maintenant, à partir de 86, ce qui commence à devenir assez clair, c'est qu'on ne parle plus, par exemple, d'exilés haïtiens, on ne parle plus de migrants haïtiens, on parle vraiment d'une communauté haïtienne à Montréal, parce que finalement, ce mythe du retour en Haïti, ce qui avait été très important pour les Haïtiens de cette première vague, qui, eux, vont par exemple être très impliqués dans la lutte contre le duvalierisme à travers des organismes comme la Maison d'Haïti, contre le BCCHM,
le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Voilà, bon, maintenant, ils ont retiré le chrétien, mais, pardon, ils ont enlevé, voilà, je fais des créolismes déjà. Mais l'idée est que quand même, à partir de 86, pour beaucoup d'Haïtiens, certains vont tenter l'expérience du retour, mais ça va devenir assez clair que, en fait, leur vie, elle est au Québec, beaucoup d'entre eux vont avoir des enfants, et conjointement à ça, on remarque aussi qu'il y a de plus en plus d'intérêt au niveau des chercheurs pour s'intéresser également à cette deuxième génération. Donc, pendant les années 80-90, l'historiographie va être très marquée par des études qui vont s'intéresser à toutes les questions liées à l'adaptation, surtout scolaire, de ces jeunes Haïtiens de deuxième génération ou de génération 1.2. 1.2, c'est vraiment plus l'idée de personnes qui sont nées en Haïti, mais qui ont surtout été scolarisées ici au Québec. Il y a aussi de plus en plus d'intérêt pour, finalement, les problèmes qui touchent les communautés haïtiennes, comme la criminalité, comme aussi, là, oui. Bon, généralement, toute cette idée de finalement que il y a vraiment des problèmes au sein même des familles haïtiennes. Donc, il y a beaucoup d'études dans les années 90 qui vont de plus en plus présenter cette vision un petit peu, si on veut, pas seulement négative, mais également cette vision très problématique finalement des Haïtiens de deuxième génération, comme peut-être un exemple de comment est-ce que on ne peut pas vraiment totalement intégrer même ces enfants qui sont nés au Québec au système québécois. Donc ils seront un peu utilisés pour être un miroir du pourquoi est-ce qu'il faudrait même penser limiter une certaine immigration haïtienne au Québec. À partir des années, à la fin des années 90, années 2000 également, on va par contre commencer à avoir des chercheurs qui, eux, vont vraiment commencer à poser la question des différences entre, pas nécessairement les Haïtiens de différentes vagues migratoires, mais la première et la seconde génération, donc les parents et leurs enfants, et comment est-ce que leurs vécus vont être différents, et comment va s'articuler le vécu identitaire des Haïtiens de deuxième génération notamment. Donc c'est un peu là où moi j'interviens parce que, à mon avis, je pense que c'est quand même assez important de regarder comment est-ce que la question du duvalierisme, qui explique un peu le parcours migratoire des parents des enfants de deuxième génération, là, va intervenir dans la manière dont on va penser cette identité-là. Donc, oh, ah pas, j'ai jamais changé ça, pardon. Euh, oh. Ben, je voulais juste vous donner, je reviendrai un petit peu à ce que j'avais à côté. Je voulais juste vous donner peut-être quelques chiffres aujourd'hui pour comprendre un peu le portrait de ce à quoi ressemble cette communauté haïtienne au Québec. Donc, on parle vraiment d'une des communautés d'immigrants qui est la plus importante ici, et aussi une des une des communautés de personnes racisées aussi qui est qui est la plus forte. Donc, en 2016, la population d'origine haïtienne au Québec était d'environ 143 000 et 165 personnes. Donc, généralement, le chiffre que vous allez voir, ça va être 150 000 personnes. Et ça va comprendre les Haïtiens de première, deuxième et troisième génération. Au niveau des pays d'origine et de naissance des migrants haïtiens, après la France et parfois suivi de l'Algérie, c'est vraiment Haïti, l'autre pays, qui va être très important. Donc vous allez voir, dépendamment des années, des fois ce sera Haïti, des fois ce sera l'Algérie. Mais Algérie, Haïti est toujours dans le top 3 des pays qui sont les plus importants. Maintenant, comment est-ce que j'en suis arrivée finalement à cette question de deuxième génération d'Haïtiens? Pour être parfaitement honnête avec vous, ma thèse de doctorat, elle portait sur la mémoire du duvalierisme au sein finalement de la communauté haïtienne de Montréal. Je m'intéressais un peu, j'ai regardé la période de 64 à partir du moment où François Duvalier devient président à vie et 2014 à partir du moment où Jean-Claude Duvalier décède en Haïti. J'ai voulu comprendre autour de quelles images est-ce que s'est articulée une vision finalement du duvalierisme et comment est-ce que au sein de tout ça, il y avait peut-être des tensions au niveau des générations. Donc, par exemple, je me demandais si les Haïtiens qui avaient vécu l'époque de François Duvalier avaient une vision peut-être plus positive du duvalierisme et ceux qui avaient vécu celle de Jean-Claude avaient une vision peut-être un peu plus négative. Bon, je dis ça comme ça. Je voulais également savoir, est-ce que ces Haïtiens qui étaient arrivés ici, est-ce qu'ils avaient vraiment verbalisé, en fait, qu'ils avaient pu vivre en Haïti, s'il y avait eu une transmission intergénérationnelle directe avec leurs enfants. Et c'est pourquoi j'avais au départ conçu une série de questionnaires et j'avais divisé certains groupes. J'avais un groupe A pour les Haïtiens de 60 ans et plus, un groupe B pour les Haïtiens entre 40 ans et 60 ans et un groupe C pour les Haïtiens de 40 ans et moins, mais je vous dirais sur pas moins de 20 ans parce qu'autrement je me disais ils n'auraient rien à me dire, ils sont un peu jeunes. Et en fait, je me suis heurtée à beaucoup de frustration lorsque je me suis mis à parler aux Haïtiens de deuxième génération parce que même s'il y avait un sentiment d'appartenance à la communauté haïtienne chez beaucoup d'entre eux qui était très forte, même s'il y avait aussi pour beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui avaient une vision très négative du duvalierisme, il y avait vraiment c'est ce fort sentiment qu'il y avait une injustice qui avait été commise et que vraiment en Haïti on était dans un état d'impunité parce qu'au niveau de l'État on ne reconnaissait pas finalement toute l'ampleur de cette violence duvalieriste dont j'ai parlé tantôt. Mais
en même temps, je me rendais très vite compte qu'il y avait énormément de silence et énormément de vide aussi. Je me rendais aussi compte que c'était très difficile, au-delà de certaines fois, une certaine frustration et une colère pour ces jeunes Haïtiens de deuxième génération, d'articuler un peu plus sur cette vision-là du valérisme. Alors, ce que j'avais décidé de faire au départ, c'était tout simplement mettre ça de côté parce que je me disais, la thèse, je dois la terminer un jour. Et avec tout ça, j'y arriverai pas. Et je sens que je rentre davantage dans l'identité, alors que moi, je veux plus parler de mémoire et de division au sein de ces mémoires-là. Donc au final, j'ai moins insisté dans ma thèse sur la question des différences générationnelles pour plutôt parler de tendances mémorielles. Donc, je ne sais plus trop où est-ce que c'est dans le PowerPoint. Je vois rien. Ok, c'est pas là. Ouais. Ah, je pense que c'est ici. Je vois pas, mais... Ah, ok, merci, merci. Vous m'aidez. Donc voilà. Donc je me suis mis à faire un terrain parce que j'ai interviewé environ 47 personnes de différents groupes différents. Donc ce sont des entrevues qui ont varié entre une trentaine de minutes jusqu'à parfois 3 heures, parfois même 7 heures. Donc j'ai fait 2 entrevues avec les personnes. Et là, je me rends compte que le temps passe aussi, hein. Et, euh, et tout ça pour dire que, en fait, j'ai dégagé 3 tendances mémorielles importantes. Donc, euh, ce sont ce que j'ai appelé dans mon projet des mémoires dissidentes, des mémoires révisionnistes, mais aussi des mémoires des indécis. Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est que finalement, en fait, cette mémoire dissidente, c'est davantage une mémoire qu'on peut associer finalement à des personnes qui, en Haïti, par exemple, ont vécu énormément de violence ou qui ont des membres de leur famille qui ont vécu de la violence et qui, une fois ici arrivés au Québec, ont très souvent pris la décision très difficile de militer contre le régime. Hein, parce que, surtout avant 86, vous avez une ambassade ici d'Haïti à Montréal qui, disons-le, espionne quand même les gens. Donc, ce que vous dites sur le régime peut finalement être répété en Haïti, il peut avoir des vraies répercussions sur votre famille. Donc ça demandait vraiment beaucoup de courage de faire ça. Donc je me suis intéressée à cette mémoire-là qui est dissidente, mais dissidente pour le Québec. Hein. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il faut circonscrire tout ça au Québec. Si on devait faire le même exercice en Haïti, on aurait d'autres catégories de mémoire, à mon avis, parce que les enjeux mémoriels là-bas sont différents. Et on peut dire qu'à un certain point dans la diaspora, ils ont peut-être été un petit peu figés aussi dans le temps en raison finalement de cet enracinement-là qu'il va y avoir au Québec. L'autre mémoire révisionniste, c'est plus une mémoire un petit peu nostalgique. Donc c'est la fameuse mémoire de tout était mieux sur Duvalier. Et finalement, la démocratie, ça ne fonctionne pas pour nous les Haïtiens. Donc vraiment, on parlait de self-hatred tantôt, il y a beaucoup un peu de ça, je pense, dans cette vision-là. Et puis la mémoire des indécis, je pense que c'est quand même une tendance mémorielle qui comprend beaucoup d'Haïtiens. C'est une mémoire qui finalement bascule tantôt entre le dualisme était particulièrement violent, mais est-ce que c'était pas mieux sachant ce qu'on a aujourd'hui, hein? C'est une mémoire qui est vraiment, bon, comme toutes les autres catégories de mémoire, elle est très très imprégnée de présentisme, mais vraiment elle se décline vraiment beaucoup beaucoup autour de une insistance sur comment est-ce que la situation actuelle en Haïti justifierait presque un retour à une dictature, mais dans l'espoir d'avoir une dictature peut-être moins sanglante que celle qu'on a eue avec les Duvalier. Donc, ce que je dirais maintenant, si je dois retourner à mes Haïtiens de deuxième génération, c'est que de manière générale, chez les Haïtiens de deuxième génération aussi, les catégories mémorielles étaient quand même... OK, OK, étaient quand même assez similaires, mais OK. Ce qui a été important à retenir avec eux, c'est que il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de silence dans la manière dont leurs parents ont pu tenter de leur parler de cette dictature-là. Donc souvent, lorsque j'ai fait des entrevues avec des Haïtiens de deuxième génération, ce qu'ils m'ont dit par exemple, c'est que ce qu'ils ont appris sur la dictature des Duvalier, même s'ils comprennent très bien qu'il y a un lien entre ça et le fait que leurs parents ont migré au Québec, ils l'ont appris à travers des bribes, à travers des conversations que leurs parents ont pu avoir à côté d'eux, mais jamais avec eux. Donc, quelque chose qui est revenu très souvent, oh, ça n'a pas fait l'animation comme je voulais. Quelque chose qui est revenu très souvent, par exemple, c'est des jeunes qui m'expliquaient comment est-ce que leurs parents, pendant des soirées familiales, allaient parler de dualisme, allaient parler de dictature, allaient parler de manière très passionnée, mais pas à eux. C'est comme si le fait d'être né au Québec les enlevait un peu le privilège de pouvoir parler d'un sujet comme celui-là qui était la politique haïtienne. Donc, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Donc, mes amis, j'ai regardé mon propre PowerPoint parce que je je vois absolument rien. Ce que moi, par contre, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que euh, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui, en fait, m'ont dit que ce qui les a amenés à aller chercher ces réponses-là par rapport au duvalérisme, c'est pas nécessairement leurs parents, c'est l'intérêt qu'ils ont commencé à avoir pour l'histoire noire américaine. Et j'ai commencé à me rendre compte, et c'est là que ma frustration est un peu arrivée, qu'en fait, beaucoup de ces Haïtiens-là
comprenaient leur haïtianité à travers un prisme un peu américain. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on valorise beaucoup la révolution haïtienne lorsqu'on parle d'études panafricanistes, donc ils se mettaient à valoriser beaucoup les études, la révolution haïtienne eux aussi également. Ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'est comment est-ce que, par exemple, je vais finir avec, je vais un peu conclure avec ça parce que je sais que le temps n'est pas de mon côté, mais c'est un exemple qui était assez évocateur. Lorsque, par exemple, pendant l'entrevue, je leur ai mentionné des concepts comme la question de couleur, qui est quand même assez importante lorsqu'on parle de l'histoire d'Haïti. C'est quand même quelque chose qui traverse l'ensemble de l'histoire politique du pays, mais également les relations sociales que les gens vont avoir. C'est-à-dire un peu cette lutte historique qu'il y a eu entre les deux élites, les luttes noires et les luttes mulattes, au lendemain de la révolution haïtienne, mais c'est bien quelque chose qui commence dans l'époque coloniale. Eh bien, lorsque je l'appelais la question de couleur, tous les Haïtiens de première génération comprenaient de quoi je parlais. Lorsque je disais la question de couleur aux Haïtiens de deuxième génération, ils ne savaient pas du tout c'était quoi. Mais quand je leur disais colorisme, là, ça évoquait quelque chose. Et j'ai eu certains cas où les gens m'ont dit « Ah oui, d'accord, tu parles des light skin et des dark skin. » Et ça m'avait beaucoup touchée parce que, bon, je ne suis pas en train ici de faire l'apologie de la taxonomie raciale de l'époque coloniale, mais je me dis qu'il y a quand même un appareil conceptuel qui existe déjà en Haïti pour traiter des questions reliées à la race et à la couleur. Or, c'est toujours une référence américaine qui va être utilisée. Donc, la vraie raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, et c'était pour faire ce commentaire-là, et je vais le faire pour conclure, c'est que je pense que c'est important de reconnaître que si la race est vraiment quelque chose qui est un construit social, ben, ce construit social-là, il se fait dans des contextes très spécifiques. Bien sûr, il ne se fait pas de manière isolée, mais moi, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut cesser de forcer parfois cette grille américaine. Je pense qu'on peut s'inspirer des études sur la race qui ont été faites aux États-Unis. Je pense qu'on peut se les approprier, mais il faut vraiment les ramener à nos contextes d'études. Et donc, c'était un peu ça qui m'avait amené à être très frustrée avec mes confrères et consoeurs de deuxième génération et qui m'avait fait les mettre de côté. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous en parler. Donc, merci pour ce très long 2 minutes.